Bienvenue sur Lumière Noire. Aujourd'hui, je vous partage l'histoire bouleversante d'un jeune Ivoirien qui a tout quitté pour chercher une vie meilleure. Emprisonné dans les geôles libyennes, confronté à l'horreur et au désespoir, il découvrira que même dans les ténèbres les plus profondes, Dieu peut transformer nos vies. Cette histoire est une flamme d'espoir pour chaque Africain. Nos rêves ne sont pas perdus. Abonnez-vous et likez pour soutenir ces témoignages qui changent des vies. Chapitre 1. Le rêve brisé, du village d'Abidjan au désert libyen. Le départ, quand l'espoir devient plus fort que la peur. Kwasi avait 23 ans lorsqu'il prit la décision qui allait changer sa vie à jamais. Dans le quartier populaire de Yopougon, à Abidjan, il vivait avec sa mère, ses 2 petites sœurs et son frère cadet dans une modeste maison de 3 pièces. Son père était décédé 5 ans plus tôt, emporté par la maladie, laissant Kwasi comme seul homme de la famille. Le poids de cette responsabilité pesait lourd sur ses jeunes épaules. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève sur la lagune ébriée, Kwasi était déjà debout. Il enchaînait le petit boulot, laveur de voitures, porteur au marché de Cocody, aide-maçon quand il trouvait un chantier. Mais malgré tous ses efforts, l'argent qu'il ramenait suffisait à peine à nourrir la famille. Sa mère, Afoué, vendait des arachides grillés au bord de la route, mais ses gains étaient dérisoires. Les factures s'accumulaient, le loyer était toujours en retard et les rêves semblaient s'éloigner un peu plus chaque jour. « Maman, un jour je vous sortirai de cette misère », promettait-il régulièrement à sa mère en la regardant compter les quelques pièces de monnaie de la journée. Afoué posait alors sa main calleuse sur le visage de son fils. « Mon enfant, tu fais déjà tellement pour nous. Que Dieu te bénisse. » Mais Kwasi voulait plus. Il voulait voir ses sœurs aller à l'université, offrir une vraie maison à sa mère, donner à son petit frère la chance qu'il n'avait jamais eue. Dans le quartier, il entendait les histoires de ceux qui étaient partis en Europe et qui envoyaient maintenant des centaines, parfois des milliers d'euros à leur famille. Ces récits de réussite enflammaient son imagination. L'Europe était devenue dans son esprit une terre promise, où le travail était récompensé, où les rêves devenaient réalité. Un soir, son ami d'enfance, Mamadou, vint le voir avec des nouvelles qui allaient tout changer. « Kwasi, j'ai trouvé un moyen de partir », lui annonça Mamadou, les yeux brillants d'excitation. « J'ai un contact qui organise des voyages vers l'Europe. On passe par le Niger, puis la Libye, et de là, on traverse la Méditerranée vers l'Italie. Des centaines de personnes le font chaque mois. » Kwasi sentit son cœur s'accélérer. « Combien ça coûte ?»« 2500 € pour tout le trajet. » C'était une somme astronomique. Kwasi gagnait à peine 50 000 francs CFA par mois, soit environ 75 €. Il lui faudrait des années pour économiser une telle somme. Mais Mamadou avait une solution. « On peut emprunter l'argent. Ma famille vend notre terrain et avec l'aide de quelques oncles, j'ai presque tout. Toi aussi, tu peux trouver. Pense à tout ce que tu pourras envoyer à ta famille une fois en Europe. En quelques mois, tu auras remboursé et tu seras riche. » Cette nuit-là, Kwasi ne dormit pas. Il pensait à l'Europe, aux possibilités infinies, à la vie meilleure qui l'attendait là-bas. Mais il pensait aussi aux dangers. On entendait parfois des histoires terribles, des gens qui mouraient dans le désert, qui se noyaient en mer, qui disparaissaient sans laisser de traces. Pourtant, ces histoires semblaient lointaines, irréelles. « Ça n'arrive qu'aux autres », se disait-il. Au bout de 2 semaines de réflexion intense, Kwasi prit sa décision. Il en parla à sa mère un soir après le dîner. « Maman, je dois te dire quelque chose. J'ai décidé de partir pour l'Europe. » Le visage d'Afoué se figea. Elle connaissait ce moment depuis longtemps. Elle l'avait vu venir dans les yeux de son fils. « Mon fils, tu sais que beaucoup ne reviennent jamais. » « Je sais, maman, mais si je reste ici, nous ne sortirons jamais de cette situation. Je veux que mes sœurs étudient, je veux t'offrir une belle maison, je veux que mon petit frère grandisse sans manquer de rien. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Afoué. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le retenir. « Si c'est vraiment ce que tu veux, alors va. Mais promets-moi de revenir, d'une manière ou d'une autre, et que Dieu te protège, mon enfant. » La collecte de l'argent, le prix du rêve. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Kwasi vendit tout ce qu'il possédait, son téléphone, ses vêtements, même le petit poste de télévision que son père lui avait offert avant de mourir. Sa mère puisa dans ses maigres économies. Des oncles, des tantes, des cousins éloignés contribuèrent, chacun donnant ce qu'il pouvait, investissant dans le rêve de Kwasi comme dans une loterie familiale. « Quand tu seras en Europe, tu nous aideras tous », lui disait-il. Cette phrase, répétée encore et encore, alourdissait le poids qui pesait déjà sur les épaules de Kwasi.
Il ne partait plus seulement pour lui-même ou sa famille immédiate, il portait maintenant les espoirs de dizaines de personnes. L'échec n'était plus une option. Enfin, après 1 mois d'efforts acharnés, il réunit la somme nécessaire. 2500 €. Une fortune pour lui, mais le prix de son ticket pour une vie meilleure. Le passeur, un homme corpulent nommé Ibrahim, le reçut dans un petit bureau poussiéreux d'Adjamé. « Tu as l'argent » demanda-t-il sans préambule. Kwasi posa l'enveloppe sur la table. Ibrahim la prit, compta rapidement les billets, puis hocha la tête. « Bien, dans 3 jours, tu seras sur la route. Prépare-toi à partir sans prévenir personne d'autre. Prends le minimum. Un sac, quelques vêtements, de l'eau. Rien de plus. Et le trajet, combien de temps ?» Ibrahim sourit, dévoilant des dents jaunies par le tabac. 2 semaines, peut-être 3. Tout dépend des conditions. Mais ne t'inquiète pas, on fait ça depuis des années. Des milliers de personnes sont déjà passées. Le voyage commence, l'adieu à la Côte d'Ivoire. Le jour du départ arriva trop vite. À l'aube, Kwasi enfila son sac à dos et embrassa sa famille. Sa mère le serra dans ses bras comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. « Reviens-nous, mon fils, reviens-nous en vie !» Ses sœurs pleuraient, accrochées à son pantalon. Son petit frère, du haut de ses 10 ans, essayait de rester fort. « Kwasi, tu vas nous envoyer des photos de l'Europe ?»« Oui, petit frère, je t'enverrai des photos, et bientôt, je reviendrai vous chercher. » Il monta dans un vieux minibus déjà bondé. Une quinzaine d'autres migrants étaient là, tous jeunes, tous animés par le même rêve fou. Mamadou était déjà installé au fond, lui faisant signe. Ils échangèrent un regard complice. L'aventure commençait. Le bus quitta Abidjan en direction du nord. Pendant des heures, ils traversèrent des villages, des forêts, des savanes. Le paysage changeait graduellement. La végétation luxuriante de la côte laissait place à des terres plus arides à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'intérieur du pays. À la frontière avec le Burkina Faso, les passeurs les firent descendre. « Vous allez traverser à pied. Suivez le guide, ne posez pas de questions. De l'autre côté, un autre véhicule vous attendra. » Ils marchèrent pendant 2 heures dans la brousse, évitant les postes de contrôle officiels. Kwasi sentait déjà la peur s'installer. Tout cela était illégal, dangereux, mais il était trop tard pour reculer. À travers le Sahel, les premières épreuves. Au Burkina Faso, puis au Niger, ils voyagèrent entassés dans des pick-up, exposés au soleil brûlant. La chaleur était insupportable. L'eau était rationnée, la nourriture rare. Les passeurs, qui au début semblaient aimables, montraient maintenant leur vrai visage, dur, impitoyable, pressé. « Plus vite, on n'a pas le temps !» criait-il constamment. À Agadez, au Niger, le dernier grand bastion avant le désert libyen, Kwasi vit pour la première fois l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à affronter. Des centaines de migrants s'entassent dans des ghettos improvisés, attendant leur tour pour traverser le Sahara. Certains étaient là depuis des semaines, d'autres depuis des mois, ayant épuisé leur argent et ne sachant plus comment continuer. Un vieil homme, un Sénégalais aux cheveux gris, s'approcha de Kwasi. « Tu es nouveau, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Écoute-moi bien, jeune homme. Le désert qui t'attend n'a aucune pitié. J'ai vu des dizaines de personnes mourir là-bas. Si tu veux survivre, économise chaque goutte d'eau, obéis aux passeurs et prie. Prie comme tu n'as jamais prié. » Ces paroles glacèrent le sang de Kwasi. Pour la première fois, la réalité du danger lui apparut pleinement. Mais il était trop tard pour reculer. L'enfer du désert, la traversée du Sahara. 3 jours plus tard, ils partirent pour la traversée du Sahara. 30 personnes entassées à l'arrière d'un vieux pick-up Toyota, leurs bagages empilés autour d'eux. Le chauffeur, un Touareg taciturne, ne leur adressa pas un mot. Il démarra et le véhicule s'élança dans l'immensité dorée du désert. Les premières heures furent tolérables, mais rapidement, la chaleur devint insupportable. Le soleil tapait sans relâche. Le métal du pick-up brûlait au toucher. L'air lui-même semblait en feu. Kwasi voyait le paysage défiler, des dunes à perte de vue, un océan de sable sans fin. Parfois, il croisait des carcasses de véhicules abandonnés, des tombes improvisées marquées par des tas de pierres. Personne ne parlait. Chacun économisait son souffle, son eau, son énergie. Le 2e jour, une femme s'évanouit. « Elle a besoin d'eau !» cria quelqu'un. Le chauffeur s'arrêta à peine, jeta un regard indifférent. « Si elle meurt, on la laisse, on ne peut pas s'arrêter. » La femme fut aspergée d'eau, giflée pour la réveiller.
Elle reprit conscience, mais son regard était vide. Kwasi comprit alors qu'ils n'étaient plus des êtres humains aux yeux des passeurs, ils étaient de la marchandise. Le troisième jour, le pick-up tomba en panne. Le moteur surchauffé refusa de redémarrer. Ils restèrent bloqués en plein désert pendant 6 heures sous un soleil de plomb, sans ombre, sans refuge. Certains commencèrent à paniquer. « On va tous mourir ici !» hurlait un jeune Guinéen. Mamadou, assis à côté de Kwasi, tremblait. « Kwasi, j'ai peur, on n'aurait jamais dû partir. » Kwasi lui prit la main. « Tiens bon mon frère, on va s'en sortir, aie la foi. » Finalement, le chauffeur réussit à réparer le moteur. Ils repartirent, mais l'eau venait à manquer. Les passeurs distribuaient maintenant des rations minuscules. Certains migrants, déshydratés, commençaient à délirer. Le 5e jour, ils arrivèrent enfin en Libye. Mais au lieu du soulagement espéré, Kwasi ressentit une angoisse encore plus profonde, car ce qu'ils découvrirent en Libye dépassait leur pire cauchemar. L'arrivée en Libye, bienvenue en enfer. Dès la frontière franchie, tout changea. Les passeurs libyens qui les accueillirent étaient armés, menaçants. Ils les firent descendre brutalement du pick-up. « Bienvenue en Libye !» cria l'un d'eux en riant. « Maintenant, vous nous appartenez !» Ils furent embarqués dans des camions, direction un entrepôt quelque part dans le sud du pays. Kwasi ne savait plus où il était. Les jours et les nuits se confondaient. Quand ils arrivèrent à l'entrepôt, le spectacle qui les attendait était terrifiant. Des centaines de migrants, peut-être des milliers, entassés dans des conditions inhumaines. Des hommes, des femmes, des enfants, tous maigres, sales, le regard vide. « Pourquoi nous garde-t-on ici ?» demanda Kwasi à un garde. La réponse vint sous forme d'un coup de crosse de fusil dans le ventre. Kwasi s'effondra, le souffle coupé. « Tu parles quand on te le demande » hurla le garde. Il comprit alors, ils étaient prisonniers. Les passeurs qu'ils avaient payés les avaient vendus à des milices libyennes. Le voyage vers l'Europe n'était qu'un mensonge, ils étaient maintenant des esclaves. Dans cet entrepôt transformé en prison, Kwasi allait connaître des horreurs qu'il n'aurait jamais imaginées. Des jours et des nuits de torture, de faim, de désespoir absolu. Son rêve s'était transformé en cauchemar. Mais dans cette obscurité totale, quelque chose d'inattendu allait se produire. Une lumière allait briller là où il n'y avait que ténèbres, car Dieu n'avait pas abandonné Kwasi. Son épreuve ne faisait que commencer, mais sa délivrance aussi. Si cette histoire vous touche, si vous voulez connaître la suite incroyable de Kwasi dans les prisons libyennes et comment Dieu a transformé son calvaire en miracle, abonnez-vous à Lumière Noire et likez cette vidéo. Votre soutien permet de partager ces témoignages d'espoir pour notre peuple africain. La suite va vous bouleverser. À très vite pour le chapitre 2. Chapitre 2. Dans les ténèbres de la prison libyenne, quand Dieu transforme l'enfer en miracle. Les premiers jours, la descente aux enfers. Kwasi ne saurait jamais combien de temps il passa dans cet entrepôt. Les jours et les nuits se confondaient dans une obscurité permanente, brisée seulement par les néons blafards qui clignotaient au plafond. L'odeur était insupportable, un mélange de sueur, d'urine, de maladie et de désespoir. Des centaines de corps entassés dans un espace prévu pour quelques dizaines de personnes. Chaque matin, si on pouvait encore appeler cela un matin, les gardes ouvraient les portes métalliques dans un fracas assourdissant. « Debout, debout, chien !» criait-il en frappant avec des bâtons ceux qui ne se levaient pas assez vite. La nourriture était distribuée une fois par jour, un morceau de pain rassis et une bouillie infecte qu'ils appelaient soupe. L'eau était rationnée, sale, parfois verte. Beaucoup tombèrent malades. Kwasi vit des hommes mourir de dysenterie, de déshydratation, de fièvre. Leurs corps étaient traînés dehors comme des déchets et personne ne savait ce qu'ils en faisaient. Mamadou, son ami d'enfance, s'effondrait psychologiquement. « Kwasi, on va mourir ici, on ne verra jamais l'Europe, on ne reverra jamais nos familles, tout ça pour rien. » Kwasi essayait de rester fort, mais lui aussi sentait le désespoir le gagner. La nuit, allongé sur le sol en béton froid, il pensait à sa mère, à ses sœurs, à son petit frère. Que leur avait-il dit? Qu'il allait réussir, qu'il allait les sortir de la pauvreté. Et maintenant, il était là, prisonnier dans un pays étranger, sans aucun moyen de les contacter, sans espoir de s'échapper. Les appels, le racket des familles. Au bout d'une semaine, peut-être deux, Kwasi ne savait plus, les gardes commencèrent leur véritable business. Ils sélectionnaient des prisonniers au hasard et les emmenaient dans une petite pièce à l'écart. Un jour,
Ce fut le tour de Kouassi. 2 gardes le saisirent brutalement par les bras et le traînèrent hors de la salle principale. Il pensa que c'était la fin, qu'ils allaient le tuer. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. Ils le jetèrent sur une chaise dans une pièce éclairée par une seule ampoule. Un homme corpulent, le visage marqué de cicatrices, s'assit en face de lui. Il tenait un téléphone portable. « Tu as de la famille ?» demanda l'homme en arabe, traduit par un interprète. Kouassi hocha la tête, incapable de parler. « Bien, tu vas appeler ta famille. Tu vas leur dire que tu es en Libye, que tu es en danger, et que s'ils veulent te revoir vivant, ils doivent payer une rançon. 5 000 €. Kouassi sentit son sang se glacer. 5 000 €? Mais c'est impossible. Ma famille n'a même pas 500 €. L'homme sourit, un sourire cruel qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Alors tu vas mourir ici, à moins que tu arrives à les convaincre de trouver l'argent. Il composa le numéro que Kouassi lui donna. Le téléphone sonna. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis la voix de sa mère, lointaine et inquiète. « Allô ? Maman ?» La voix de Kouassi se brisa. Les larmes jaillirent de ses yeux. « Maman, c'est moi, Kouassi. »« Kouassi, mon fils, où es-tu ? Ça fait des semaines qu'on n'a pas de nouvelles. »« Maman, je suis en Libye. Je suis prisonnier. Ils veulent de l'argent, sinon ils vont me tuer. » Il entendit le cri de sa mère, un cri de douleur pure qui lui transperça le cœur. « Non, non, mon Dieu, combien veulent-ils ? » 5 000 €, maman. Le silence qui suivit était plus terrible que les cris. Puis la voix d'Afoué, brisée. « Kouassi, mon fils, où vais-je trouver une telle somme ? Tu sais bien qu'on n'a rien. » L'homme arracha le téléphone des mains de Kouassi. « Madame, vous avez 2 semaines. Trouvez l'argent ou votre fils disparaîtra. Je rappellerai. » Il coupa la communication et fit signe aux gardes. Ils traînèrent Kouassi jusqu'à la salle principale et le jetèrent par terre comme un sac. Kouassi s'effondra en pleurs. Il avait entendu le désespoir dans la voix de sa mère. Il savait qu'elle allait se démener, emprunter, supplier, mais 5 000 € était une somme astronomique. C'était impossible. Les jours suivants furent un calvaire. Les gardes intensifièrent les tortures pour encourager les familles à payer plus vite. Kouassi et d'autres prisonniers, dont les familles n'avaient pas encore payé, furent sélectionnés pour des séances de torture méthodiques. Ils les battaient avec des tuyaux en caoutchouc, des câbles électriques, des planches. Les coups pleuvaient sur le dos, les jambes, les bras. Kouassi hurlait de douleur, suppliant qu'on arrête, mais les gardes riaient. Parfois, ils enregistraient les séances en vidéo et envoyaient les images aux familles pour les presser de payer. Un jour, ils attachèrent Kouassi dans une position atroce, les mains liées dans le dos, suspendues par les poignets. La douleur dans ses épaules était insoutenable. Après quelques minutes, il sentit ses articulations se déchirer. Il perdit connaissance plusieurs fois, réveillé chaque fois par de l'eau glacée jetée sur son visage. « Tu vas appeler ta famille, tu vas leur dire qu'ils doivent payer maintenant », ordonna le garde-chef. Ils lui tendirent à nouveau le téléphone. Kouassi, tremblant, la voix brisée par la douleur et les larmes, appela sa mère. « Maman, s'il te plaît, trouve l'argent. Je ne peux plus supporter ça. Il me tue à petit feu. » Afoué pleurait à l'autre bout du fil. « Mon fils, on essaye. Toute la famille se mobilise. Tes oncles, tes tantes, le pasteur de l'église, tout le monde donne ce qu'il peut. Mais on n'a encore que 1 000 €. Tiens bon, mon fils, tiens bon. Maman, je t'aime. Dis à mes sœurs et à mon petit frère que je les aime. Ne parle pas comme ça. Tu vas rentrer à la maison. » Mais Kouassi ne croyait plus au retour. Il croyait qu'il allait mourir là, dans ce pays étranger, loin de tout ce qu'il aimait. La rencontre qui change tout, un pasteur dans la prison. C'est dans ce moment de désespoir absolu, quand Kouassi avait abandonné tout espoir, que Dieu intervint de la manière la plus inattendue. Un soir, après une journée particulièrement terrible, alors que Kouassi était recroquevillé dans un coin, le corps meurtri, l'esprit brisé, un vieil homme s'approcha de lui. C'était un Nigérien, la soixantaine, le visage ridé mais les yeux étonnamment lumineux pour quelqu'un dans un tel endroit. « Jeune homme, je m'appelle Pasteur Samuel, je vois que tu souffres terriblement. » Kouassi leva à peine les yeux. « Tout le monde souffre ici, vieux. » « C'est vrai, mais j'ai remarqué que tu souffres dans ton âme encore plus que dans ton corps. » Kouassi laissa échapper un rire amer. « Mon âme, je ne sais même plus si j'en ai encore une. » Le pasteur Samuel s'assit à côté de lui, ignorant la saleté et l'inconfort. «
Mon fils, je suis ici depuis 8 mois. J'ai vu des centaines de personnes passer dans cette prison. J'en ai vu mourir, j'en ai vu perdre la raison, mais j'ai aussi vu des miracles. Des miracles? Ici? Kwasi secoua la tête. Dieu nous a abandonnés. S'il existait vraiment, il ne nous laisserait pas souffrir ainsi. Le pasteur sourit doucement. Mon fils, je comprends ta colère. J'ai moi-même posé cette question 1000 fois. Mais laisse-moi te raconter mon histoire. Et dans cette prison sordide, alors que la nuit tombait et que les autres prisonniers sombraient dans un sommeil agité, le pasteur Samuel raconta son histoire à Kwasi. Il était pasteur d'une petite église à Lagos. Il avait décidé de partir en Libye, non pas pour aller en Europe, mais pour créer une église pour les migrants chrétiens bloqués là-bas. Mais à peine arrivé, il avait été enlevé et jeté en prison. Pendant des mois, il avait prié, supplié Dieu de le délivrer. Mais au lieu de la délivrance, Dieu lui avait parlé dans son cœur. « Tu es exactement là où je veux que tu sois. » Au début, je ne comprenais pas, continua le pasteur. Puis j'ai réalisé que Dieu m'avait placé ici pour être sa lumière dans les ténèbres. Chaque jour, je prie avec les prisonniers, je les encourage, je leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Et j'ai vu Dieu opérer. J'ai vu des hommes brisés retrouver l'espoir. J'ai vu des libérations miraculeuses. Kwasi voulait croire, mais la douleur était trop forte. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je ne vois aucun miracle ici. Je vois seulement la souffrance et la mort. C'est parce que tu regardes avec tes yeux naturels, mais quand tu regarderas avec les yeux de la foi, tu verras que même ici, Dieu est à l'œuvre. La prière qui brise les chaînes invisibles. Cette nuit-là, malgré sa réticence, Kwasi laissa le pasteur Samuel prier pour lui. Le vieil homme posa sa main sur l'épaule de Kwasi et commença à prier d'une voix basse mais puissante. « Père céleste, toi qui vois tout, qui sais tout, je te présente ce jeune homme, Kwasi. Il est brisé, désespéré, perdu. Mais tu as dit dans ta parole que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, que tu sauves ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Seigneur, manifeste ta présence dans cette prison. Montre à Kwasi que tu ne l'as pas abandonné. Brise les chaînes, pas seulement celles de son corps, mais celles de son cœur et de son esprit. Qu'il connaisse ta paix, qui surpasse toute intelligence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Kwasi sentit quelque chose d'étrange se produire. C'était comme si une chaleur douce l'enveloppait, comme si un poids énorme se soulevait de sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, il respira profondément, librement. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de libération. « Je le sens », murmura-t-il émerveillé. « Je sens quelque chose, quelqu'un. » Le pasteur Samuel sourit, les yeux brillants. « C'est Dieu, mon fils. Il était là tout le temps, attendant que tu le laisses entrer. » Cette nuit-là marqua un tournant dans la vie de Kwasi. Il ne comprenait pas tout. La situation n'avait pas changé. Il était toujours prisonnier, toujours torturé, toujours sans espoir de libération immédiate, mais quelque chose en lui avait changé. Il avait retrouvé l'espoir. Pas l'espoir dans les circonstances, mais l'espoir en Dieu. La communauté de prière, une lumière dans les ténèbres. Dans les jours qui suivirent, Kwasi découvrit qu'il n'était pas seul. Le pasteur Samuel avait créé une petite communauté de croyants au sein de la prison. Chaque soir, après que les gardes se soient retirés, ils se réunissaient discrètement dans un coin de l'entrepôt pour prier et s'encourager mutuellement. Il y avait Adama, un Malien qui avait été battu si violemment qu'il boitait maintenant. Il y avait Grace, une Camerounaise, qui avait été séparée de ses 2 enfants et ne savait pas où ils étaient. Il y avait Joseph, un Ghanéen qui avait passé 1 an en prison et qui continuait à croire en la délivrance de Dieu. Kwasi se joignit à eux. Ensemble, ils priaient, chantaient des cantiques à voix basse, lisaient les quelques passages de la Bible que le pasteur Samuel avait mémorisés. Dans cet enfer, ils créèrent un petit coin de paradis. « Vous voyez, disait le pasteur Samuel, les gardes peuvent enfermer nos corps, mais ils ne peuvent pas enfermer nos esprits. Ils ne peuvent pas nous empêcher de louer Dieu. Et quand nous louons Dieu au milieu de l'épreuve, c'est là que sa puissance se manifeste le plus. » Kwasi apprit à prier pour ses bourreaux. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Comment prier pour ceux qui le torturaient?
comment leur pardonner. Mais le pasteur lui expliqua que le pardon n'était pas pour eux, mais pour lui-même. Quand tu pardonnes, tu te libères. La haine et l'amertume sont des prisons pires que celle-ci, mais le pardon ouvre les portes de ton cœur. Petit à petit, Kwasi sentit la paix envahir son cœur. Il commença même à voir ses gardiens différemment. Ce n'étaient pas des monstres, mais des hommes perdus, endurcis par la guerre, la pauvreté, la brutalité de leur propre vie. Le miracle de la libération, quand l'impossible devient possible. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Kwasi en Libye. Sa famille, après des efforts surhumains, avait réuni 3 000 €. Ce n'étaient pas les 5 000 demandés, mais c'était tout ce qu'ils avaient pu rassembler. Sa mère avait vendu la maison familiale, ses oncles s'étaient endettés, l'église avait organisé une collecte. Quand les gardes reçurent l'argent, ils furent furieux. « Ce n'est pas assez, on vous avait dit 5 000 » Kwasi s'attendait au pire. Mais cette fois, au lieu de paniquer, il pria. « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, fais ta volonté. » Ce qui se passa ensuite fut un miracle que personne n'aurait pu prévoir. Le chef des gardes, l'homme cruel qui supervisait les tortures, entra dans la salle. Kwasi s'attendait à une nouvelle séance de torture. Mais au lieu de cela, l'homme le regarda longuement, puis dit quelque chose en arabe. L'interprète traduisit « Tu es libre ». Kwasi ne comprit pas immédiatement. « Quoi ? Tu es libre, prends tes affaires et va-t'en. » Mais l'argent, ce n'est pas assez. Le chef haussa les épaules. Quelqu'un a payé le reste. Maintenant, pars avant que je change d'avis. Kwasi était abasourdi. Qui avait payé ? Comment ? Il n'eut pas le temps de poser de questions. Les gardes le poussèrent vers la sortie. Avant de partir, il se retourna vers le pasteur Samuel. « Pasteur, venez avec moi !» Mais le vieil homme secoua la tête en souriant. « Non, mon fils, ma place est ici. Dieu m'a appelé à être une lumière dans ces ténèbres. Mais toi, va. Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Témoigne de sa fidélité. » Les larmes aux yeux, Kwasi serra le pasteur dans ses bras. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Ce n'est pas moi, mon fils, c'est Dieu. Souviens-toi toujours, même dans les moments les plus sombres, Dieu est là. » Le voyage de retour, de l'esclavage à la liberté. Kwasi sortit de la prison dans un état second. Il ne savait pas où aller, quoi faire. Il était libre, mais il était toujours en Libye, sans argent, sans papier, sans rien. Mais Dieu avait préparé le chemin. À peine sorti, il rencontra un homme qui travaillait pour l'Organisation internationale pour les migrants, OIM. L'homme l'informa qu'il y avait un programme de rapatriement volontaire pour les migrants qui voulaient rentrer chez eux. « Tu veux rentrer en Côte d'Ivoire ?»« Oui, s'il vous plaît !» Une semaine plus tard, Kwasi était dans un avion direction Abidjan. Il ne pouvait pas y croire. Il était vivant. Il rentrait à la maison. Dieu l'avait délivré. Quand l'avion atterrit à Abidjan, quand il vit le ciel ivoirien, quand il respira l'air de son pays, Kwasi tomba à genoux sur le tarmac et pleura. Des larmes de joie, de gratitude, de libération. Sa mère et sa famille l'attendaient à l'aéroport. Quand ils se virent, ils coururent les uns vers les autres. Afoué serra son fils dans ses bras comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. « Mon fils, Dieu t'a ramené !»« Oui, maman, Dieu m'a ramené et je ne suis plus le même. » L'après-prison, un témoignage vivant. De retour à Yopougon, Kwasi commença à raconter son histoire. D'abord à sa famille, puis à ses amis, puis à l'église. Son témoignage était puissant. Il racontait l'horreur de la prison, mais surtout, il racontait comment Dieu l'avait rencontré dans ce lieu de ténèbres. « J'étais parti chercher l'Europe, mais j'ai trouvé bien plus. J'ai trouvé Dieu. J'ai découvert que la vraie richesse n'est pas dans l'argent ou le confort, mais dans la relation avec notre Créateur. » Son histoire commença à circuler. Des jeunes qui envisageaient de partir pour l'Europe vinrent le voir. Est-ce que ça en vaut la peine ? Kwasi leur racontait la vérité sans détour. L'Europe n'est pas ce qu'on vous fait croire. Le chemin est semé de dangers. Beaucoup meurent, beaucoup sont réduits en esclavage. Mais surtout, vous abandonnez votre dignité, votre humanité pour un rêve qui n'existe pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans la misère ? Non, on construit notre pays, on crée notre propre succès ici. Dieu m'a montré que chaque Africain a un appel, une destinée. Mais cette destinée se réalise d'abord chez nous, sur notre terre. Kwasi ne devint pas riche, il n'alla jamais en Europe. Mais il devint quelque chose de bien plus précieux,
un témoin vivant de la fidélité de Dieu. Il créa une petite association pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la migration irrégulière. Il visitait les écoles, les églises, les marchés, racontant son histoire. Mamadou, son ami qui était avec lui dans la prison libyenne, fut finalement libéré 6 mois plus tard. Lui aussi revint transformé. Ensemble, ils devinrent des voix pour ceux qui n'en avaient pas. Notre peuple a besoin d'espoir, disait Kwasi, mais pas l'espoir d'un ailleurs meilleur, l'espoir que Dieu peut transformer notre présent ici et maintenant, l'espoir que nous sommes capables de grandes choses, l'espoir que l'Afrique est notre terre promise. La plus grande leçon, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Des années plus tard, Kwasi retourna en Libye, mais cette fois pas comme migrant. Il y retourna comme missionnaire, avec une ONG chrétienne qui aidait les migrants en difficulté. Il voulait retrouver le pasteur Samuel, l'homme qui lui avait redonné espoir. Après de longues recherches, il apprit que le pasteur avait été libéré et était maintenant pasteur d'une église pour migrants à Tripoli. Quand ils se retrouvèrent, ce fut des retrouvailles émouvantes. « Pasteur, vous m'aviez dit que vous étiez appelé à être une lumière dans les ténèbres. Vous avez changé ma vie. » Le vieil homme, maintenant encore plus ridé, mais toujours avec ce même regard lumineux, sourit. « Mon fils, ce n'était pas moi, c'était Jésus en moi. Et maintenant, tu es toi-même une lumière. Tu illumines le chemin pour d'autres. C'est ainsi que Dieu travaille. Il transforme nos épreuves en témoignages, nos cicatrices en sagesse. » Aujourd'hui, l'histoire de Kwasi continue d'inspirer. Elle rappelle à chaque Africain que nos rêves ne sont pas morts, que Dieu n'a pas abandonné notre continent, que même dans les situations les plus désespérées, il peut intervenir. Car si Dieu a pu délivrer Kwasi des prisons libyennes, s'il a pu transformer son calvaire en témoignage de foi, alors il peut aussi transformer ta vie, tes circonstances, tes épreuves. L'espoir n'est pas perdu pour le peuple africain. Cet espoir a un nom, Jésus-Christ. Et tant qu'il vit, nous vivons aussi. Cette histoire vous a touché? Elle vous a donné de l'espoir? Alors partagez-la. Abonnez-vous à Lumière Noire pour plus de témoignages puissants qui montrent que Dieu est toujours à l'œuvre dans la vie de notre peuple africain. Likez cette vidéo, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire comment Dieu a transformé votre propre vie. N'oubliez jamais, même dans les ténèbres les plus profondes, Dieu est lumière. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt sur Lumière Noire.